David Chavalarias, je vous remercie énormément d'avoir accepté l'invitation de Lacan Web Télévision. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Vous êtes mathématicien, directeur de recherche au CNRS, au Centre d'analyse et de mathématiques sociales de l'EHESS, à l'Institut des systèmes complexes de Paris-Île-de-France que vous dirigez. Vous avez lancé en 2016 le projet Politoscope, dédié à l'analyse des réseaux sociaux et du militantisme en ligne. Si chacun de vos titres aurait justifié notre intérêt, par exemple, qu'est-ce que les systèmes complexes? Je pense que ça aurait pu nous intéresser beaucoup. Je vous ai proposé cette rencontre car vous avez publié en mars 2022 chez Flammarion un ouvrage absolument passionnant, au titre Choc, Toxic Data, avec pour sous-titre « Comment les réseaux sociaux manipulent nos opinions ». Alors justement, ce n'est pas un livre d'opinion, mais un travail de recherche extrêmement documenté. Les références se comptent par centaines et il a fallu un nombre vertigineux de croisements de données et d'analyses afin de produire une démonstration. C'est comme ça que je l'ai vécu en lisant le livre. Dès le sous-titre, il me semble que nous savons qu'il s'agit d'une démonstration puisque vous utilisez « comment ». Comment les réseaux sociaux manipulent nos opinions. Je dois dire que parfois, à la lecture du livre, et moi je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, je le lis avec cette incrédulité, mais c'est une démonstration et c'est ça qui est fort dans le livre. Avant d'entrer directement dans le vif du sujet du livre, pouvez-vous nous dire en quelques mots ce qu'est le politoscope, avec qui et pourquoi il vous a semblé important de le créer, mais aussi ce qui vous a amené à vous intéresser au big data, aux intelligences artificielles et à leurs conséquences sur les opinions. Alors, merci pour cette invitation. Donc, effectivement, juste pour dire deux mots d'où je viens. Donc, moi, j'ai une formation de mathématiques informatiques, mais assez vite, je me suis intéressé aux sciences sociales et notamment à la manière dont on peut observer et modéliser l'évolution des idées et des groupes sociaux, c'est-à-dire, en gros, la formation des valeurs, des personnalités, etc. Et dans les années donc 2000, quand j'ai vu l'arrivée des réseaux sociaux, j'ai vu là une assez formidable opportunité pour observer empiriquement ces évolutions d'opinion, de valeurs, de groupes. Et donc, avant, je développais beaucoup de modèles mathématiques et après, je me suis mis aussi en parallèle à analyser les données issues du web pour comprendre empiriquement comment les choses évoluent et les confronter à des données. Alors quand vous vous intéressez à ça, assez vite vient la question de dynamiques qui seraient inauthentiques, donc par exemple manipulées. Comment sur les réseaux sociaux on peut influencer sur ce genre de dynamique. Et donc ça m'a amené à me poser un certain nombre de questions sur qu'est-ce qui peut faire influencer à grande échelle les opinions des lecteurs ou d'un pays, etc. J'ai vu monter aussi en puissance l'instrumentalisation des réseaux sociaux à cette fin. Donc, on peut dire que les premières grandes élections, c'était 2008, avec Barack Obama qui a utilisé les réseaux sociaux. Et depuis, en fait, les politiques utilisent de plus en plus les réseaux sociaux pour faire leur communication. Et en parallèle, eux-mêmes et d'autres acteurs essayent aussi de faire peser leur opinion sur les réseaux sociaux via différentes méthodes. Donc, j'ai commencé à documenter ça et voyant donc monter notamment les comportements assez inauthentiques et les espèces de trucages, j'ai voulu lancer en 2016 le politoscope pour l'élection de 2017. Il y avait eu avant donc Trump, il y avait eu le Brexit, donc on commençait à sentir que il y avait quelque chose qui se passait, qui est évidemment pas dû uniquement aux réseaux sociaux, mais où les réseaux sociaux étaient vraiment clés dans ces phénomènes. Et donc j'ai lancé ce projet-là, Politoscope, à l'Institut du système complexe. J'avais la chance d'avoir une équipe et des collaborateurs qui étaient en capacité de lancer ça, parce qu'il faut quand même, c'est un large spectre de compétences, il faut aller chercher les données à large échelle, les traiter, etc. Et donc, on a lancé cette plateforme qui est en fait une espèce d'observatoire de la vie politique et du militantisme en ligne, où on va suivre sur Twitter, on pourra en parler pourquoi Twitter, mais on va suivre sur Twitter à peu près 3000 personnalités politiques, tous des personnalités politiques élues ou avec des représentations, on ne suit pas des gens anonymes, grâce aux fonctionnalités publiques de Twitter, donc c'est quelque chose que Twitter donne à tout le monde. Sauf que donc nous, on collecte ces données, on collecte aussi beaucoup de messages qui sont liés à de la politique, parce qu'on suit des mots-clés. Et donc, grâce à ça, on peut arriver à avoir donc une base de données assez large de toutes les interactions
à sujet politique sur ce média social. Et dans des périodes comme par exemple une élection présidentielle, eh bien à partir de ces interactions, on peut reconstituer la manière dont les différents groupes politiques se sont formés, ont fait des actions, ont fait des alliances pour essayer d'amener le résultat à être en leur faveur. Et donc c'est un projet qui a commencé en 2016. Donc on a fait l'élection de 2017 et en fait ça a eu pas mal de succès scientifiques. On a eu des choses assez très intéressantes, aussi auprès de journalistes dans l'usage. Et donc on a continué et ça s'est jamais arrêté en fait depuis. On a fait aussi 2022. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on a un historique de 5 années d'évolution d'opinion et on peut dire là plein de choses et ça c'est l'objet de Toxic Data notamment. Il n'y a pas que des mathématiciens dans le Politoscope qui participent à ce projet. Non, pas du tout. Il y a alors en fait, faut voir que l'équipe est assez petite en termes qui opère le Politoscope et après il y a plusieurs personnes qui l'utilisent. Donc le Politoscope lui-même dans sa construction, c'est moi qui ai une formation maths et sciences sociales et après des ingénieurs, j'ai aussi des doctorants qui ont travaillé dessus, beaucoup, des postdoctorants. Et puis ensuite, nous, on travaille avec des gens en sciences politiques ou en sociologie qui sont intéressés par ce genre d'analyse. Ça, c'est très intéressant. Pour nous, psychanalystes, c'est très important parce que nous nous intéressons aux questions de vérité. Qu'est-ce que la vérité dans une parole ? Nous nous intéressons aussi aux questions de discours, puisque c'est une interprétation de discours. Et je trouve que là, vous livrez vraiment une interprétation par une analyse très documentée des enjeux de discours et des modifications, des effets dans le réel que ça produit. Effectivement. Là, vraiment, c'est d'arriver à montrer comment des acteurs qui arriveraient à déployer qu'on appelle des narratifs ou des récits, arrivent à influencer, parfois même sur le long terme, les discours politiques, l'attention des citoyens pour certains thèmes, que ce soit l'environnement, l'immigration, l'énergie, etc. Et il faut bien avoir conscience que donc la manière dont sont déployés ces récits peut être parfois authentique, c'est-à-dire c'est vraiment des personnes qui s'emparent d'un sujet qui les concerne, ou inauthentique, c'est-à-dire orchestré grâce à ces réseaux qui offrent la capacité en fait de toucher des millions de personnes en très peu de temps et à très bas coût en fait. On va d'ailleurs explorer un certain nombre de mots qui traversent ce livre et se répètent: polarisation, démocratie, division, opinion. Vous pensez que la démocratie est en danger, ça court le livre, vous n'êtes pas le seul. Dans le livre, vous citez Epstein, par exemple, on va y revenir, qui le dit très bien. Et nous allons voir comment. Parce que, par exemple, Trump, le Capitole, Jair Bolsonaro, le Brexit, Boris Johnson, Viktor Orban, et depuis, les dangers qui pèsent sur l'Italie, la Suède, on l'a vu dernièrement, Erdogan en Turquie, les élections en France que vous avez parcouru, vous nous l'avez dit, 2017-2022, qui voit les populismes s'installer durablement dans le paysage politique français et très proche du pouvoir désormais. Et depuis que ce livre a été écrit, nous pourrions ajouter la guerre en Ukraine, qui influence désormais la circulation des récits sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, la Russie et la Chine apparaissent régulièrement dans le livre comme étant des acteurs fondamentaux de circulation, de récits, visant à influencer les opinions. Alors, à un moment donné, dans le livre, il y a cette phrase. Vous dites que Trump est un symptôme avant d'être une cause. Alors peut-être qu'on peut commencer par là. Pouvez-vous nous dire de quoi Trump est-il le symptôme ? Alors, quand je dis ça, je dis que Trump n'aurait pas pu avoir l'impact qu'il a eu sur l'Amérique s'il n'avait pas profité en fait de toute la machinerie qu'il y a sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, etc. Et la capacité qu'ont des acteurs, notamment étrangers, et on sait par exemple que la Russie a énormément interféré dans son élection, à instrumentaliser ces grands réseaux. Et donc c'est un symptôme en fait d'un changement de mode de circulation d'information, c'est un changement de technologie sur la circulation d'information, d'échelle, d'abolissement des frontières aussi. Un pays peut intervenir sur un autre pays sans même que ses agents se déplacent, et aussi d'une dérive, on va dire, du système actuel économique de ces plateformes, qui est un système capitaliste, vers en fait
la revente, non seulement des données, mais aussi de la capacité d'acteurs à venir influencer. Donc, faut voir par exemple que c'est assez tard qu'ils se sont dit, peut-être on va interdire les publicités politiques. Mais si vous êtes un pays étranger et que vous avez de l'argent, vous faites de la publicité politique dans un autre pays et ça peut marcher. Donc, ils ont décidé de l'interdire en fait, l'interdiction. Ça peut pas marcher très bien, on peut voir pourquoi. Mais voilà, c'est vraiment ce symptôme-là d'une société qui va muter dans la circulation d'informations et où il y a tout un tas d'opportunités qui à s'ouvrir pour des acteurs qui sont pas toujours bienveillants. Oui, c'est vraiment un symptôme au sens où c'est à la fois un révélateur et en même temps, ça ne dit pas tout de ce qui est en train de se passer. C'est vraiment très précis. Et on a tendance à penser Russie, Chine, parce que on en a beaucoup entendu parler, mais vous avez un chapitre qui montre que ce que l'on appelle l'alt-right américaine est à la manœuvre depuis très longtemps pour infuser son idéologie tout en dénigrant la démocratie. Je crois que, pouvez-vous nous dire d'abord ce qu'est l'alt-right, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est, et puis les partis avec lesquels elle tente d'implanter son influence, en France par exemple, vous démontrez, c'est très très clair, et nous donner des exemples. Par exemple, je pense à la création de faux comptes français pour faire monter des hashtags, par exemple une pratique qui s'appelle le hashtag hacking. Oui, alors donc l'alt-right, c'est un courant politique américain qui est en gros droite alternative, mais en fait c'est extrême droite, qui a été créé... Excusez-moi, est-ce que par exemple QAnon, on le considère faisant partie de l'alt-right? Alors, QAnon, c'est quelque chose qui va renforcer le discours de l'alt-right, qui est pas forcément, qui se présente pas nécessairement comme politique. C'est plutôt vraiment complotiste, etc. Mais qui fait partie en fait de la mouvance, du contexte qui fait que l'alt-right peut se développer. C'est-à-dire que donc c'est un mouvement qui est donc suprémaciste blanc, qui défend des thèses notamment comme le grand remplacement, qui sont arrivés en France. Voilà. Et donc très actif aux États-Unis, qui a aidé Trump à monter et qui utilise énormément donc tout ce qui est réseaux sociaux, nouveaux moyens de communication pour infuser ces idéologies. Et effectivement, donc c'est un mouvement qui a finalement assez peu de frontières, qui a commencé à infuser. D'ailleurs, au début, il s'inspirait de la nouvelle droite française, il y a quelques décennies, mais donc il est reparti aux États-Unis et après, donc il a commencé à infuser en Angleterre, en Italie avec 5 étoiles, en France, et il y a une espèce d'international qui est en train de se former. Informel, mais où s'échangent des concepts. Et encore une fois, par exemple, le concept de grand remplacement qui est venu en France est reparti aux États-Unis, revient en France. Il y a pas mal de concepts comme ça qui vont circuler d'un pays à l'autre et qui vont servir, encore une fois, de récit pour essayer d'influencer l'opinion et de cadrer en fait le discours politique dans un angle qui va être avantageux pour ce genre de courant. Pour ça, Twitter est un outil particulièrement utile pour eux, puisqu'il y a une circulation d'informations très rapide. Vous pouvez peut-être... Oui, tout à fait. Donc après, la manière dont ils utilisent des réseaux, par exemple comme Twitter, c'est que donc vous êtes sur des réseaux sociaux où vous pouvez faire des groupes sociaux connectés, où l'information va circuler très vite. Donc il n'y a pas de frontières, donc les groupes sociaux peuvent être très très gros. Ils peuvent être transnationaux, même si parfois il y a aussi la barrière de la langue qui reste. Et ensuite, il va y avoir tout un tas de techniques pour faire paraître son groupe plus gros qu'il n'est, notamment, par exemple, en créant des faux comptes et après en allant, d'une certaine manière, encercler des groupes d'opinion, on va dire, normaux, ils appellent ça les normies, d'ailleurs, l'alt-right, pour essayer de les faire venir à leur cause. Et donc, il y a tout un tas de techniques, donc création de faux comptes. Il y a aussi ce que vous mentionnez, le hashtag hacking, c'est-à-dire que en ligne, il y a des discussions, par exemple, Jeux Olympiques 2024, etc., donc qui se détectent par un mot-clé. Et donc, ces groupes-là reprennent ce mot-clé et vont ajouter par-dessus tout un tas d'autres informations complètement non pertinentes pour, par exemple, les Jeux Olympiques, mais qui vont parler d'immigration de telle sorte à ce que les personnes qui s'intéressent à cette thématique, quand ils vont chercher les Jeux Olympiques, ils vont retomber sur « Ah, mais attention, ça va permettre aux migrants de venir, etc. » et donc des dangers. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est assez facile sur les réseaux sociaux d'aller attraper
un ensemble de citoyens qui ont un intérêt donné et d'essayer de leur faire lire ce qui vous intéresse vous. Et donc ça, c'est vraiment utilisé très largement et c'est une manière en fait d'infuser leurs idées à travers la société. Oui, vous le démontrez dans le livre. Moi, j'ai trouvé ça passionnant parce que c'est pas juste une constatation, ça fait appel à des mécanismes qui sont contenus dans les possibilités données par les réseaux sociaux eux-mêmes. Par exemple, on pourrait dire de tout temps, des groupes d'influence ont tenté d'utiliser les médias pour à des fins de propagande, de transmission et tout ça. Mais là, ce qui change, c'est que les algorithmes, qui n'ont pas été conçus pour ça, on va dire, mais favorisent par le jeu de l'influence sociale, dont vous parlez, très importante, en produisant par affinité. Alors, affinité, ça veut dire quoi? C'est les fameux amis. On dit qu'on a 2000 amis sur je sais pas quoi, tant sur, ou les followers sur Twitter ou Instagram, et que ces groupes n'ont de consistance, c'est comme ça que j'ai lu, que par recoupement et segmentation de l'algorithme lui-même, et des propositions qu'il vous fait. Cela crée un renforcement dans les polarisations. Et alors, vous dites des choses très importantes. Par exemple, chaque groupe fonctionnant comme une chambre d'écho. Peut-être ce sera important de parler de la chambre d'écho, parce que ça, c'est très précieux. Pouvez-vous nous expliquer comment ça marche et peut-être aussi nous rapporter ce que vous développez sur la campagne de 2017, notamment votre analyse des échanges sur Twitter. Et vous faites valoir que cet effet de communauté, c'est-à-dire d'un partage de soi-disant on est pareil, on pense pareil, d'auto-alimentation de soi, a des effets sur le débat public. Et par exemple, que la contradiction et l'opposition est vécue, est à l'opposition de ce qu'on vit sur les réseaux sociaux, puisqu'on est tous plus ou moins d'accord, et donc c'est alors perçu comme une mise en cause ou une agression. Ça, c'est moi qui le propose, puisque vous parlez de la dégradation du débat public, et même à l'intérieur des familles. Vous parlez de ça. Donc, chambre d'écho, ça me semble très très important, et les biais que ça produit et les influences que ça peut avoir. Oui, alors tout à fait. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que le débat ou les échanges numériques sont très différents des échanges physiques, et ils amènent à former des groupes sociaux complètement différents. La plupart des gens, par exemple, qui rencontrent Twitter, Facebook, etc., beaucoup de gens sont dans des grandes communautés avec la plupart des personnes qui sont dans ces communautés, ils ne les ont pas rencontrées physiquement ou ils ne les connaissent pas directement, ils n'ont pas échangé directement. Et donc, la manière dont on crée des liens en ligne, donc je ne veux pas être trop long parce que je détaille aussi dans le livre, mais ça serait un peu long, mais en sociologie, il y a beaucoup de théories sur la manière dont on fait des amis, dont on entretient des relations, il y a différents critères. C'est passionnant d'ailleurs dans le livre, la façon dont vous le décrivez. Donc c'est l'idée d'homophilie, donc il y a différents critères qui permettent de faire des amis, le fait de partager la même religion, la même ville natale, etc., etc. Et en fait, ces critères agissent différemment dans le monde physique et dans le monde numérique. Excusez-moi, d'ailleurs, homophilie, on entend bien que c'est le même qui est en jeu dans la question. Il y a plusieurs manières d'être le même. Voilà, tout à fait. Du même sexe, on peut être de la même culture, de la même religion. Donc il y a tellement de manières différentes d'être le même que ces différentes manières agissent différemment en ligne et hors ligne. Et en ligne, les manières d'être le même qui sont les plus prégnantes, c'est autour des valeurs, c'est autour de ce que vous pensez, tout simplement parce que vous lisez ce que les gens produisent. Mais vous n'êtes jamais sûr de qui sont vos interlocuteurs. Quelqu'un peut mettre un faux nom, il peut déclarer une fausse ville. Donc, par contre, ce que vous avez, c'est ce qu'ils disent. Or, les déclarations, les dires, ça c'est quelque chose qui est immensément manipulable. Vous pouvez faire semblant de dire des choses, alors que vous pouvez pas faire semblant d'être blanc, noir, homme, femme, etc. Enfin, c'est beaucoup plus dur. Et donc, on va former des groupes de manière très différente en ligne et en ligne, en plus des caractéristiques du en ligne qui fait que les groupes peuvent être beaucoup plus grands. Il y a des groupes de 100 000, 200 000, 1 million de personnes, et que l'information va plus vite. Et donc, au final, ça couplé avec aussi, donc effectivement, les algorithmes de ces plateformes. Donc, les algorithmes, qu'est-ce qu'ils font? C'est que quand vous êtes en ligne, imaginez, vous avez un compte Facebook, Instagram ou Twitter. Les gens, en général, sont connectés avec quelques centaines de personnes. Ils n'ont pas la capacité de lire ce que produisent ces centaines de personnes tous les jours. Donc, il va forcément y avoir une sélection de ce qu'ils vont lire. Et en fait, cette sélection, elle va être d'abord faite par la plateforme. C'est-à-dire que la plateforme, dans tout ce que produit l'environnement social sur une plateforme numérique, elle va dire, je vais sélectionner un sous-ensemble dont je pense
que mon utilisateur va être en gros accro, cliquer, commenter, etc. Parce que ce qu'il cherche, c'est évidemment vous faire en sorte que vous restiez sur la plateforme. Et donc ce sous-ensemble, il est choisi par la plateforme, il n'est pas choisi n'importe comment, et tout laisse penser, parce que aussi il faut savoir que la plupart de ces algorithmes de recommandation sont secrets, donc on ne peut pas savoir, mais il y a eu des études de fait, que donc ça renforce ce côté entre soi, on va vous amener à voir des choses à qui vous êtes déjà d'accord, etc. Et donc au final, ça couplé avec cette facilité de se connecter au même, va faire que sur des tranches d'attention, par exemple la politique ou le sport, etc., on va être formé des communautés assez cohésives, où on va penser à peu près la même chose. Et alors, juste pour vous donner un exemple de la force de ça, si on va un peu dans les cas extrêmes, comme par exemple aux États-Unis, les fans de Trump, ils sont 80 millions, et vous avez 80 millions de personnes qui étaient convaincues qu'on leur avait volé l'élection. C'est ça. C'est quand même, et qui après sont allés, dont une partie est allée au Capitole, etc. Et même un an après le Capitole, beaucoup étaient encore convaincus. C'est-à-dire qu'ils sont dans des environnements numériques qui font que de leur ressasser la même chose, et au final, on finit par y croire. C'est vraiment quelque chose qui favorise la communauté, c'est-à-dire le communautarisme, puisqu'on peut rajouter le isme, et la croyance que, en tant qu'individu, je serai indépendant dans ma pensée, alors qu'en réalité, ma pensée n'est validée que par des individus qui partagent cette pensée sur un sujet donné, par exemple. Alors, oui, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'évidemment, il y a le libre arbitre, on forme ses pensées comme on le souhaite, on a une personnalité, sauf que les décisions qu'on prend et les représentations que l'on se forme dépendent de ce que l'on voit. Et donc, si vous êtes dans des environnements où ce que vous voyez est contrôlé ou n'est que partiel par rapport à ce qui existe, eh bien, en fait, vous ne pouvez pas ou faire des bonnes représentations ou prendre des bonnes décisions. Alors, heureusement, c'est pas toute la population qui est comme ça. Évidemment. Il y a beaucoup de gens qui sont pas dans des chambres d'écho ou des choses comme ça. Mais ce qui est bien important à comprendre, c'est qu'il suffit qu'il y ait un petit pourcentage de la population, 5-10%, qui soit dans ces chambres d'écho-là, voire plus, et Facebook aussi appelle ça des terriers de lapin, des trous de lapin. Donc, comme Alice au Pays des Merveilles, quelqu'un qui tombe dans un monde à parallèle. Donc il suffit qu'une petite proportion de gens tombent là-dedans et se radicalisent pour que ça ait un effet sur le tissu social, pour que ça ait des manifestations. Donc on l'a vu par exemple avec la partie des antivax qui était très radicalisée, véhémente et complotiste. C'est pas tous les antivax, mais il y a eu toute une partie d'antivax qui sont tombés là-dedans. Et en fait, nous on l'a observé, ça correspondait effectivement à une chambre d'écho très forte en ligne. Et on peut quantifier ça, on voit que ça faisait des groupes de plusieurs milliers d'utilisateurs qui ne recevaient quasiment aucune information de l'extérieur et où à l'intérieur, certains leaders en fait produisaient une information toxique qui faisait que la chambre d'écho se stabilisait comme ça. Oui, vous faites d'ailleurs valoir dans le livre Toxic Data que si on prend le résultat du premier tour de l'élection de 2017, où on a des écarts très très serrés pour la qualification, si je puis dire, au deuxième tour, que ces chambres d'écho peuvent avoir une influence très importante, même dans les derniers instants, pour influencer les votes. Oui, tout à fait. Alors c'est ça, c'est aussi ça qui ajoute un petit peu de l'instabilité au système démocratique, c'est que beaucoup d'élections, si vous regardez en France, aux États-Unis, etc., beaucoup d'élections se jouent à très peu de voix, quelques centaines de milliers, parfois même quelques On l'a vu aux États-Unis, effectivement, parfois, avec Trump oui, et Hillary Clinton. Parfois quelques dizaines de milliers. En Suède, là encore récemment, ils ont passé plusieurs jours pour recompter. Et donc, quand vous avez des élections qui se jouent à si peu de voix, si vous êtes capable de monter des communautés numériques de centaines de milliers de personnes et les influencer au dernier moment pour qu'elles votent dans votre sens, eh bien, vous êtes capable de changer, d'une certaine manière, une partie des résultats. De changer qui va être au deuxième tour. Pour qu'elles votent ou qu'elles n'aillent pas voter dans l'autre sens, puisque vous avez un chapitre où vous montrez ça. Tout à fait. Ça, c'est la suppression d'électeurs. Mais donc, par exemple, si je reprends l'élection de 2022, Florian Philippot et la clique, en gros, complotiste anti-vax, on l'a vu, constitué pendant 2 ans une chambre d'écho très forte
de personnes qui suivaient leur mode de vie, en fait, leur mode de vue, pardon, leur vue. Il a organisé des manifestations tous les samedis sur le thème purement sanitaire. Après, il y avait un côté anti-système, mais c'était toujours avec le spectre sanitaire. On veut vous forcer, etc., etc. Et qu'est-ce qu'il a fait dans les 2 dernières semaines? Il a dit maintenant vous allez voter Le Pen, parce que vous n'allez évidemment pas voter pour quelqu'un qui veut la dictature sanitaire. Donc, quelqu'un comme ça qui arrive à faire une chambre d'écho, alors lui, c'est pas qu'il est complice avec Le Pen au sens où ils n'ont pas d'entente au préalable, mais ils sont dans la même mouvance, on va dire, extrême droite, droite alternative, et on voit bien que une personnalité comme ça, qui arrive donc à constituer un ensemble de suiveurs, de quelques centaines de milliers de personnes, si au dernier moment il dit bah maintenant en fait étant donné notre contexte la meilleure personne c'est ça, il peut ramener quelques dizaines voire centaines de milliers d'électeurs nouveaux et donc si vous avez une élection qui se joue à cet écart-là, avoir un impact sur l'élection très significatif. Je propose qu'on parle un peu des algorithmes, parce que je trouve ça très intéressant. Votre éclairage sur les algorithmes de Facebook, par exemple, est vertigineux. Pouvez-vous nous raconter ce qui est arrivé à Matt Onan, par exemple, pour commencer? Donc Matt Onan, c'est un journaliste qui s'est posé la question comment est-ce que Facebook oriente les contenus qui sont sur ma page? Et donc pour le faire, il a fait une action très simple. Il s'est dit je vais cliquer sur absolument tout, et comme ça je vais voir dans cette action systématique, comment l'algorithme répond. Et donc, il s'est mis à cliquer tout ce que Facebook lui présentait sur son... même. À liker, c'est ça, à liker tout ce que Facebook lui présentait sur son fil d'actualité. Donc, Facebook, 2,8 milliards d'utilisateurs. Chaque utilisateur passe en moyenne 1 heure par jour. Et donc, la plupart des choses que les gens voient, c'est ce qui est sur ce fil d'actualité. Et ce qui s'est passé, c'est que... très très vite, en quelques heures, il s'est aperçu que les éléments qui lui étaient proposés sur ce fil d'actualité commençaient à diverger vers les extrêmes des spectres politiques et idéologiques, avec des gens qui défendaient le port d'armes, des gens qui parlaient du nazisme, de l'immigration, etc. Et donc il n'a pas tenu 48 heures parce que donc le premier jour, il a commencé à avoir des contenus très extrêmes. Il n'y avait plus aucun d'ailleurs contenu fabriqué par ses vrais amis, les gens avec qui il était connecté. C'était que des contenus fabriqués par des firmes à trolls, des journaux spécialisés, etc. Et le deuxième jour, autre chose qui était intéressante, c'est que Facebook a commencé à utiliser son comportement pour recommander ces contenus qui étaient des contenus toxiques, vraiment très polémiques, très clivants, à ses amis, qui se sont retrouvés en fait pollués par Mark Oman a aimé ça, etc., etc. Et donc là, il s'est dit, il a arrêté. Mais ce que ça révèle, c'est que les plateformes comme Facebook sont pas des médias passifs, ce sont des médias actifs qui apprennent de vos actions. Et Facebook ne s'en cache pas. Et donc, quand vous cliquez sur certaines choses, il va dire ah bah ça l'intéresse, donc je vais lui en servir plus. Ce qui se passe, c'est que donc, dans son fil d'actualité, en plus intercalé avec des choses que ses amis produisaient, il y avait des publicités, il y avait des choses qui étaient envoyées par des personnes qui essayaient justement de manipuler les différentes opinions ou d'insuffler une idée clivante dans le débat. Et en cliquant dessus, Facebook a dit « Ah tiens, ça, si je lui en resserre, il va aussi cliquer dessus ». Et donc au final, ça a fait complètement diverger sa vision du monde via ce spectre de Facebook. Et ça, c'est quelque chose qui a été même reproduit par des ingénieurs chez Facebook qui essaient de comprendre leur propre algorithme. Et par exemple, ils ont vu que s'ils créent un profil, un faux profil, mais qui a toutes les caractéristiques, par exemple, d'un républicain ou d'un démocrate, et bien cette personne après va être facilement avoir des recommandations plus de son bord politique et du coup, au final, va être entraînée dans des situations, dans des chambres d'écho, des bulles de filtre, etc. Donc vraiment, le principal enseignement, c'est qu'on soit sur Facebook ou sur un autre média, parce qu'en fait, tous les autres grandes plateformes utilisent ça, c'est que l'algorithme apprend de vos actions et qu'en fonction de votre comportement, il va adapter. Et le problème, en fait, c'est que, indépendamment de notre volonté, on a un certain nombre de biais, qui sont des biais cognitifs documentés en psychologie. Donc par exemple, le biais de négativité, c'est-à-dire qu'on va être plus attiré
par des contenus qui ont une orientation négative, anxiogène, hostile, parce que c'est dans nos psychologies d'essayer d'identifier d'abord où est le danger plutôt que où se trouvent les choses plutôt positives. Et donc en fait, les algorithmes de recommandation apprennent ce fait-là. Ils apprennent qu'on est plus attiré par ce type de contenu et ils vont nous en resservir un peu plus. Et donc ça, après, on peut faire des études là, en recherche, on va dire mathématiques, informatique par modélisation, où on montre que du coup, il y a une amplification du degré de stress ou de toxicité de votre environnement par rapport à ce qu'il est réellement. Ça ne veut pas dire qu'il est tout le temps toxique, mais si vous avez un environnement à une toxicité, je ne sais pas, à 0,5, eh ben après la couche algorithmique, elle va passer à 0,8 ou etc. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu vraiment le piège de toute cette surcouche de recommandations, c'est que indépendamment de la volonté de ces grandes plateformes, parce que juste ils veulent augmenter le nombre de clics, le nombre d'interactions, etc., parce que c'est de là qu'ils tirent leur revenu économique, ce simple fait que ça va distordre votre environnement informationnel et social vers des choses qui sont plus conflictuelles, plus hostiles, plus anxiogènes. Alors, vous dites très bien dans le livre, c'est important de le préciser maintenant, il n'y a pas de volonté de l'algorithme. L'algorithme est aveugle, il ne cherche pas à ce qu'on ait une opinion politique X ou Y. Par contre, l'algorithme est conçu à des buts, dans un but d'étude de marché, si je puis dire, de ciblage de plus en plus précis de nos comportements, de ce que nous aimons, de nos likes, afin de nous proposer de plus en plus précisément des contenus, mais aussi des produits, des choses qui sont cherchées. C'est les études de marché amenées au niveau du saucissonnage de l'individu, d'une certaine façon. Et donc, il me semble que là, on a une alliance, on va dire, de la science informatique, algorithme et du capitalisme, dans un but purement de segmenter l'individu dans une donnée telle qu'on en fera un consommateur particulièrement adapté à ce qu'on a à lui proposer. C'est plutôt ça. Et il se trouve que par contre, du coup, l'algorithme fonctionnant comme ça, des biais opèrent qui concernent non plus simplement l'achat de produits, mais cette segmentation produit des clivages, des polarisations, enfin un certain nombre de choses qui, dans le livre, sont très claires, la façon dont vous présentez ça. Bien sûr, donc il faut savoir que ce qui est vraiment inédit dans l'histoire de l'humanité, c'est d'avoir des environnements informationnels qui vont toucher des milliards de personnes avec vraiment la même matrice en fait, de fonctionnement. Facebook, c'est vraiment quasiment le même algorithme avec des variations à la marge. Donc ils tirent leur revenu de la publicité. Si vous voulez faire de la bonne publicité, donc ils peuvent, comme ils captent les données très intimes et avec une très forte granularité, ils les recoupent avec d'autres données, les tickets de caisse, des choses comme ça. Donc ils sont capables de faire des publicités extrêmement ciblées, adaptées à une sous-population très fine. Donc si ça c'est votre modèle économique, et d'ailleurs si la publicité est votre modèle économique, votre intérêt c'est d'arriver à prédire les personnes à qui vous voulez cibler. C'est-à-dire vous voulez prédire en fait l'acte d'achat. Donc si vous voulez prédire l'acte d'achat, vous avez intérêt à ce que les personnes à qui vous voulez prédire soient de plus en plus simplifiées d'une certaine manière. Donc de plus en plus compartimentées, donc dans des chambres d'écho, avec des représentations tranchées, etc. Et sans le vouloir en fait, c'est ce que fait les algorithmes de recommandation. Les algorithmes de recommandation vont amener à, en gros, bien compartimenter, à la fois catégoriser, donc ça c'est un peu une vue d'au-dessus, j'aime les gens, je les catégorise, mais parce qu'aussi ils ont un rôle actif, puisqu'ils vous recommandent des amis, ils vous recommandent des contenus, donc en fait ils jouent sur votre personnalité, donc de manière progressive en fait, ils vont aussi amener les populations à elles-mêmes se compartimenter, mais là, non plus dans juste leur manière d'agir, mais même dans leur personnalité. Ça, c'est très important, parce que là, on comprend bien pourquoi, tout d'un coup, ces data, ces big data,
intéresse des groupes d'influence, des groupes idéologiques, parce que ce ciblage extrêmement précis des individus permet aussi de repérer des populations à qui on pourrait faire passer des messages. Bien sûr. Hein, c'est de cette manière-là que ça fonctionne. D'ailleurs, Frances Haugen, je pense qu'on dit comme ça, oui. qui est une ancienne employée de Facebook, un peu lanceuse d'alerte aussi, a alerté sur justement cette utilisation de l'algorithme. Elle fait valoir que, par exemple, à l'issue du travail de l'algorithme tel que vous l'avez décrit, 65% des gens qui ont rejoint des groupes nazis l'ont fait suite à une recommandation de Facebook. Non, oui. non pas que Facebook tient à ce que les gens rejoignent des groupes nazis, c'est que simplement ça s'est fait par ce jeu de ciblage petit à petit d'orientation. Et de la même manière, The Australian en 2017, vous citez, s'est procuré des documents internes à Facebook. Et alors là, on comprend aussi quand même qu'il y a quelque chose de ce ciblage avisé de vendre des produits qui va très très loin, puisque la compagnie vantait aux annonceurs sa capacité à identifier les moments clés où les adolescents se sentent peu sûrs d'eux, sans valeur, ou ont besoin d'un coup de pouce pour avoir confiance en eux. Indication précieuse lorsqu'il s'agit de vendre des produits, puisque ces états émotionnels favorisent des achats compulsifs. Donc là, c'est vraiment, on est sur, oui, sur tout est dit. un défaut d'éthique tout à fait oui, criant, si on peut dire, c'est un peu. Et vous citez donc des études importantes sur le sujet. C'est pas juste l'article de journal, c'est que tout ça est documenté. Alliance de la science et de la psychologie cognitive là sur les adolescents et du capitalisme au service du marché. Là, c'est quelque chose quand même. Alors entre ce que dit Frances Haugen sur les enjeux politiques de l'algorithme et là une utilisation de l'algorithme pour aller jusque dans repérer les états émotionnels d'une personne pour pouvoir agir dessus, c'est tout à fait saisissant. Tout à fait, et c'est des choses dont on se rend pas compte en fait quand on est isolé face à son écran. Hein. On a l'impression, bon, on voit des pubs, on sait qu'on est un peu ciblé, mais on se rend pas compte à la fois du degré de pénétration de l'intimité et aussi de l'échelle, c'est-à-dire de la manière dont tout ça s'est répliqué sur énormément de personnes et dans la manière dont ça change en fait la composition des groupes et leur manière d'interagir. Et c'est là où, alors je pense qu'il y a la notion de capitalisme de surveillance qui avait été introduite par Susanna Zuboff, qui est donc le fait d'exploiter les données pour faire du micro-ciblage. Et ce que j'ai essayé d'introduire comme variation, et je pense est le cran un peu au-dessus, c'est le capitalisme d'influence, où ces grandes infrastructures numériques ont même intérêt non seulement à extraire vos données, mais à organiser l'information autour de vous pour que votre personnalité évolue dans un sens ou dans un autre au sein de groupes qui vont être en gros simplifiés. Et la simplification des groupes sociaux, c'est vous créez deux groupes qui sont antagonistes et qui se tapent dessus, et là vous savez que là vous pouvez vendre tel bouquin, et là vous pouvez vendre tel bouquin. Donc là c'est le performatif. Et ce qui est intéressant, c'est que, enfin intéressant ou déplorable, c'est que tout ça se fait sans aucune volonté a priori de nuisance. C'est juste de l'optimisation économique. C'est pour ça que je parle de capitalisme d'influence. C'est juste vous optimisez quelque chose et ça tourne mal. Et par-dessus, par contre, effectivement, après, on voit apparaître donc les ingérences étrangères, donc des gens qui se rendent compte qu'ils peuvent acheter cette influence et qui s'en donnent à cœur joie. D'ailleurs, quand vous dites c'est intéressant et en même temps ça peut être déplorable, on voit bien que le mot qui surgit, c'est fascinant. C'est-à-dire que ça fascine quand même de voir ça, et c'est pour ça qu'il faut l'analyser et ne pas se laisser seulement fasciner par la chose. D'ailleurs, dans Don't Look Up, il y a ce moment où on va dire, une sorte de Steve Jobs qui est là, va prédire la mort de la présidente et il lui dit, vous allez mourir à cause de je sais pas quoi. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, je ne sais pas. Oui. C'est-à-dire, l'algorithme travaille tout seul à ce moment-là. Bon. Toujours sur les algorithmes, j'aimerais que vous parliez de la contagion algorithmique, vous en avez un peu parlé, et ses conséquences sur le biais de confirmation. Dans le livre, vous utilisez, et vous en avez aussi parlé, mais peut-être un mot plus précis, sur les pros et les anti-vax. Je pense que là, on a quelque chose on voit comment les chambres d'écho ont des effets dans le réel. Oui, alors, ça a des effets dans le réel parce que si vous modifiez la perception de l'information que les gens reçoivent, après, ces mêmes personnes sont dans le monde physique, donc ils vont agir dans le monde physique. Ça va. Vous avez une forme de contagion. Alors, contagion algorithmique, l'idée, c'est de dire
les gens se connectent en ligne par différents centres d'intérêt. Par exemple, moi, je peux vous suivre parce que, je sais pas, vous êtes un expert en football ou en psychanalyse plutôt, on va dire. Et puis, suivre quelqu'un d'autre. Bon, en GD, c'est encore mieux. Et quelqu'un d'autre parce que, je sais pas, il parle beaucoup d'environnement et donc ça m'intéresse. En fait, les algorithmes, quand ils essayent de vous recommander des contenus, il va voir que moi je suis cette personne, et donc il va dire peut-être que les contenus de la personne qui parle d'environnement vont intéresser Laurent Dupont. Et donc il va commencer à vous recommander des choses parce qu'il y a cette intermédiation par mon truc. Sauf que dans la vie réelle, en fait, quand on parle à quelqu'un, on filtre, on parle d'un sujet avec une personne et d'un autre sujet avec une personne, et on sait qu'il ne faut pas parler politique avec telle personne et qu'il ne faut pas parler justement foot parce que il est pour le PSG et puis que vous êtes pour quelqu'un d'autre, pour un autre groupe. Donc vous faites cette distinction. Les algorithmes ils font pas cette distinction. Donc en fait, quand vous avez des polémiques comme par exemple le vaccin anti-vax, il va propager des arguments anti-vax ou pro-vax, qu'importe, à travers ce genre de connexion. Et du coup, il va permettre de propager à des gens qui n'auraient pas forcément vu ce genre d'argument des fausses informations et les acquérir à cette cause, ou au contraire, les forcer à dire oh non mais lui il est en train de raconter n'importe quoi, je casse, et je coupe le lien. Et donc ces deux opérations, en fait, d'un côté, ça va rendre plus cohésif certains groupes en recrutant en fait de nouvelles personnes qui n'auraient pas été exposées sinon à ce genre d'arguments. Et de l'autre côté, ça va couper les liens entre des gens qui auparavant s'entendaient bien. C'est-à-dire, on peut être pas d'accord sur le fait de se vacciner ou pas, et puis être tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut militer pour l'environnement ou pour tel parti politique et continuer à se parler. Là, ça va forcer à couper les liens parce qu'en fait, l'algorithme faisant tout le temps des recommandations qui, du coup, vont être peut-être un peu segmentantes et puis clivantes et puis désagréables à lire, on va dire bon celui-là j'arrête de le suivre. Donc là, vous avez un phénomène que j'ai appelé contagion algorithmique, c'est-à-dire on passe par le fonctionnement même de l'algorithme pour faire circuler des contenus, et ça a des effets réels en ligne. Mais aussi, évidemment, après, au final, ça a des effets réels hors ligne, puisque les gens se radicalisent. Et il y a eu plusieurs études qui ont montré que, par exemple, aux États-Unis, après avoir débattu d'idées politiques en ligne, les gens avaient une perception de leurs adversaires politiques plus mauvaise hors ligne, voire un manque d'appétence de rentrer dans le débat juste parce qu'ils en avaient marre d'avoir des comportements hostiles en ligne et qui les projetaient sur le hors ligne. Donc ça a vraiment des conséquences dans les relations interpersonnelles. Ouais, il y a le Capitole où les gens là se sont radicalisés, se sont laissés remarquer, mais on peut aller aussi jusqu'à Samuel Paty, dans le sens où c'est sur les réseaux sociaux que quelque chose d'une radicalité s'est fait de jour à partir d'un mensonge initial, d'un mensonge d'adolescent initial, et qui arrive à ce drame tout à fait terrible. Oui, d'ailleurs, vous prenez très au sérieux le rôle des algorithmes dans votre livre, et sur l'évolution de nos sociétés, et vous montrez comment des outils issus des recherches les plus poussées en termes d'intelligence artificielle et d'algorithmes au service du capitalisme peuvent avoir au final, dans les mains des puissances avec un but déterminé, une influence énorme sur nos démocraties. On a évoqué l'alt-right, mais peut-être pouvez-vous nous parler de l'IRA. Alors, c'est pas l'armée révolutionnaire irlandaise, c'est l'Internet Research Agency et le GRU, qui sont les services secrets russes, où les conséquences de la modification de l'algorithme de Facebook sur le mouvement des Gilets jaunes, par exemple. Mais d'abord l'IRA et le GRU, puisque ce qui s'est passé à Houston, par exemple, est très intéressant de voir les conséquences de l'utilisation de cette segmentation et de cette utilisation du clivage tel que les algorithmes le font. Alors l'IRA, donc c'est Agence de recherche Internet. Ouais. C'est pas une agence de recherche, c'est une agence d'influence. Donc c'est un organisme qui dépend du Kremlin directement, dont on a les premières traces en 2013-2014, parce que c'est pas quelque chose qui, comme vous allez voir, qui se rend visible. Et donc c'est plusieurs centaines de personnes dont le seul métier, c'est de faire de la subversion en ligne. Donc d'aller sur les réseaux sociaux divers et variés, de créer des faux comptes et de diffuser des éléments de langage, d'orienter, etc. Et donc ça peut aller très loin. Donc
Le truc de base, donc, c'est créer des faux comptes de Français, des faux comptes d'Américains et de faire croire que beaucoup de Français soutiennent tel ou tel parti ou telle cause. Mais ça peut aller, donc, et ça a été démontré par des commissions américaines du Sénat, hein, donc il y a eu vraiment des enquêtes judiciaires là-dessus, sur 2016. Ils ont montré, par exemple, qu'effectivement, à Houston, il y a eu un jour, il devait y avoir l'ouverture d'une bibliothèque islamique à Houston, dans un centre culturel islamique, bon, et il y a eu donc 2 pages Facebook, une qui s'appelle United Muslims of America, les musulmans unis d'Amérique, et le deuxième qui s'appelait Heart of Texas, le cœur du Texas. Donc la première était pour défendre la culture musulmane, la deuxième c'était pour défendre l'identité patriotique américaine. Et donc chacune de ces pages, en fait, s'est positionnée sur cet événement, l'une en disant... donc Heart of Texas disait, ben voilà, c'est l'invasion de la culture, ils vont faire des bibliothèques, etc. Il faut aller manifester. Et ils avaient aussi la fausse information comme quoi c'était financé par de l'argent public. Côté musulman, ils disaient, bah on va soutenir l'ouverture de cette bibliothèque. Donc chacun a appelé, chacune de ces pages, qui avait plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de personnes qui suivaient, hein, parce qu'ils avaient construit ils avaient agrégé au cours des mois à petit, avec un discours anti-musulman, un discours pro-musulman, pendant des mois des suiveurs, des followers. Donc ces 2 pages ont donné l'ordre à leurs suiveurs le même jour de se donner rendez-vous pour manifester, soit contre la création de ce centre. Il y a eu cette manifestation, le FBI a même été alerté comme quoi il y avait peut-être une bombe, donc ça a mobilisé les services de police. Et au final, on s'est rendu compte que les administrateurs de ces 2 pages n'étaient pas du tout américains, qu'ils étaient membres de cette agence de recherche Internet, et que c'était en fait la Russie qui avait organisé sur le sol des États-Unis cette confrontation, en espérant que ça allait créer... c'est une répétition grandeur nature de l'influence tentée par la Russie sur un certain nombre de groupes sociaux sur le sol américain, français, européen, dans les démocraties, à viser de déstabilisation. C'est ça. Et donc ils ont documenté qu'il y avait eu plusieurs centaines d'événements comme ça, enfin plusieurs dizaines, 139 exactement, je crois, de mémoire. Et ce qui est intéressant en fait de voir, c'est que là, dans ce cas-là, bon, il y avait un peu de fausses informations dedans, mais le but n'est pas de favoriser un camp particulier. Le but, c'est de créer de la polarisation. Voilà. Et en fait, ça, ils l'ont fait sur la question culturelle musulmane, sur les Noirs, sur les Latinos, sur les gays, etc. À chaque fois, l'objectif, c'est renforcer les identités de groupes et les pousser à s'affronter. Et en fait, ça, c'est une théorie de l'influence sociale qui est vraiment théorisée adoptée par le Kremlin, c'est la théorie du fil de fer. Si vous voulez casser un fil de fer, il ne faut pas le tordre tout le temps dans le même sens. Il faut le tordre dans plein de sens opposés pour qu'à la fin, il rompe. Et donc, c'est l'idée comme ça de casser le tissu social, d'affaiblir les démocraties, en les amenant en fait à se polariser, créer des groupes qui vont... Et donc, leur propagande va autant aller sur les racistes, anti-blancs, que sur les Noirs en leur disant il faut vous défendre, que sur les gays, que sur les homophobes, etc. Et donc ça, c'est vraiment une technique de subversion qui à la fois est peu coûteuse maintenant à l'ère des réseaux sociaux et très efficace. Oui, donc, il se procure des datas qu'il suffit d'acheter à Google, à Facebook, on achète des données. Et avec ces données, on monte petit à petit toute une machine. Alors, c'est très intéressant ce que me semble-t-il, ce que vous venez de dire, c'est que là encore, l'algorithme est aveugle et d'une certaine façon, le but, c'est pas de pousser uniquement, par exemple, Marine Le Pen, la Russie va pas pousser uniquement, va créer plutôt une polarisation, des clivages et les alimenter pour diviser, déchirer le tissu social, le lien social dans les démocraties. Le but étant d'affaiblir les démocraties. Vous citez Sun Tzu à plusieurs reprises, ça me semble très bien vu. C'est très important, c'est-à-dire affaiblir, là, diviser et affaiblir quand on ne veut pas forcément une confrontation directe. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment la technique en gros favorite des grandes dictatures qui profitent de l'asymétrie. C'est-à-dire, leur espace informationnel est fermé, que ce soit la Russie, la Chine, etc. Ils ont leur propre réseau, ils contrôlent leur réseau. Et les espaces informationnels de démocratie sont ouverts par définition, puisque c'est la libre expression, etc. Et donc, en tirant parti de cette asymétrie,
ils voient qu'ils peuvent influencer en affaiblissant le tissu social, en exacerbant en fait les hostilités, la polarisation et les conflits. L'algorithme utilise une approche behavioriste, si on peut dire, on a une société capitaliste qui utilise le behaviorisme d'une certaine façon, mais on a quelqu'un comme Robert Epstein, qui est un des grands penseurs du comportementalisme, c'est un psychologue, eh bien, qui a déclaré au Sénat américain, la démocratie telle qu'elle a été conçue à l'origine ne peut pas survivre à la big tech et les pouvoirs qu'elle détient. Alors, c'est une affirmation, ce n'est pas une question. Il y a un danger parce que ce clivage dans les sociétés ne fait que s'augmenter actuellement. On a actuellement la guerre en Ukraine et vous avez parlé dans le livre, vous parlez de la stratégie des 4D. Peut-être vous pouvez nous en dire un mot de ce qui se passe là. Oui, c'est-à-dire que il y a toute une stratégie de propagande qui est dismiss. Donc, si vous n'êtes pas content de ce que vous dit la personne qui est en face de vous, vous la dénigrez ou vous démentez ou vous attaquez. Donc, il y a comme ça plusieurs les 4D. Donc, le dénigrement, l'attaque. Donc, c'est en anglais. Et il y a aussi un 5e D qui est le doute, c'est-à-dire arriver à faire douter les gens de la vérité des informations qu'ils reçoivent. Et donc, cette stratégie qui consiste à vraiment affaiblir toutes les formes de discours, affaiblir les certitudes. On voit aussi beaucoup qu'il y a eu des attaques sur les scientifiques, notamment pour la crise Covid. Qui sont ces scientifiques qui nous disent qu'il faut nous vacciner, etc. Ça, c'est une stratégie qui est très puissante pour affaiblir, détruire ce qui forme la base de la démocratie, c'est-à-dire le débat, un débat constructif, aussi au sens d'Habermas, où on a confrontation d'idées, où on essaye d'avancer vers une forme de pas forcément vérité, mais un consensus et bien commun, etc. Et donc, si vous détruisez ça, vous détruisez les fondements même de la démocratie. Et on le voit vraiment à l'œuvre avec tous les populismes. Et j'analyse beaucoup le cas américain dans le livre parce que pour moi ils sont un peu en avance sur tout le monde, malheureusement pour eux. Mais on le voit partout à l'œuvre en Europe. C'est-à-dire une dégradation du lien social, une dégradation des possibilités de discours, une dégradation de la possibilité de débat, de conversation. C'est le tissu de la démocratie qui est attaqué de ce point de vue-là. Ça, c'est très, très fort. Et il ne faut pas prendre la chose à la légère, puisque le Washington Post, cette semaine, nous apprenait que, selon des infos déclassifiées par le renseignement US, la Russie de Poutine a dépensé au moins 300 millions de dollars d'argent clandestin pour influencer la vie politique dans au moins 25 pays depuis 2014 et y pousser les pro-Kremlin, les fameux bots russes, mais pas seulement, des personnalités qui pourraient soutenir la politique pro-russe. Donc c'est quelque chose de très présent. Oui. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est faut bien comprendre que, par exemple, ce que fait la Russie actuellement avec une guerre, pour eux, en fait, c'est presque un échec au sens où c'est très coûteux, une guerre. Et d'ailleurs, Sun Tzu disait, la guerre chaude, c'est en fait déjà l'échec de la stratégie. La vraie stratégie, c'est affaiblir votre opposant pour qu'il s'effondre de lui-même. Et donc, cette idée de financer tous les partis radicaux, de les accompagner en ligne via des bots, c'est une stratégie qui en fait est assez peu chère et souvent efficace. Et par exemple, là, ce week-end, il va y avoir les élections en Italie, Meloni, 5 étoiles. Il faut savoir que, par exemple, Salvini, il y a quelques années, ses seconds couteaux ont été pris en train de dialoguer avec des interlocuteurs russes pour avoir des virements de plusieurs millions d'euros pour aider la campagne 5 étoiles. Donc, vous avez un mouvement populiste et fasciste, en fait. Meloni, elle est admiratrice de Mussolini, elle s'en cache pas. Donc, qui a été accompagnée dans sa naissance par quelques millions de dollars ou d'euros russes, et qui maintenant, en fait, est suffisamment puissant pour s'entretenir lui-même. Et là, vous avez vraiment une action authentique de subversion
Et 300 millions, en fait, ça peut paraître beaucoup, mais à l'échelle d'une guerre, par exemple, qui coûte je sais pas combien de milliards par jour, c'est rien, en fait. Ou par mois, c'est rien du tout. Donc, c'est aussi ça que ça a changé les réseaux sociaux, en plus de la corruption, hein, c'est que pour peu cher, vous pouvez avoir un impact assez important. Alors, juste une petite incise sur la Chine n'est pas en reste avec TikTok. Oui, vous faites pas beaucoup, 3 pages, je crois, 2 pages avec TikTok. Mais néanmoins, donc TikTok est la propriété d'une société chinoise qui s'appelle ByteDance, a son siège à Pékin. Alors, j'ai lu sur Internet que le PDG n'arrête pas de dire qu'il ne donne aucune, il est accusé en permanence qu'il ne délivre aucune information au gouvernement chinois. De même que la Russie n'a pas envahi l'Ukraine. De même que la Russie n'a pas, bien sûr, s'est défendue. Et néanmoins, j'ai pu lire que le directeur du FBI, Christopher Wray, en 2020, a déclaré que l'espionnage économique de la Chine était la plus grande menace à long terme pour l'économie américaine. Il n'y a pas que les données personnelles des abonnés TikTok qui sont visées. Et c'est ça qui m'a surpris. Au fil des ans, les entreprises de sécurité ont attrapé plusieurs groupes de pirates chinois engagés dans des opérations de cyberespionnage. En mai 2022, les chercheurs de Cybereason ont publié un rapport sur les opérations Cuckobees, indiquant que le groupe Winty, alors je ne sais pas comment on dit, ciblait des industries en Asie de l'Est, en Europe occidentale et en Amérique, dans le but de voler les propriétés intellectuelles. Donc là, on est sur quelque chose où le ciblage permet aussi d'aller... Bon, l'espionnage industriel, tout ça, c'est vieux comme l'industrie. Néanmoins, là, on a quelque chose qui passe des seuils avec une vitesse phénoménale via l'outil algorithmique, via les intelligences artificielles. TikTok, vous en dites 2 mots dans le livre, ça me semble important. Peut-être vous pouvez nous dire ce qui se joue. Ce qu'il faut voir, c'est que toutes les grandes plateformes numériques, TikTok, mais aussi Google, Gmail, hein, ce sont des outils d'influence. Hein. TikTok, sa spécificité, c'est que elle relève d'un pays totalitaire qui va bien au-delà de l'éthique pour gérer ces choses. Et donc, TikTok, c'est quoi? C'est donc un réseau social qui maintenant est utilisé en France par, je crois, 15 millions de personnes. Enfin, c'est une bonne pénétration. Au niveau mondial, c'est 1 milliard d'utilisateurs. Le PDG de TikTok reçoit en moyenne, enfin, la cellule de modération de TikTok reçoit une centaine de messages du Parti communiste chinois pour savoir quoi autoriser, quoi ralentir, quoi censurer sur l'ensemble des réseaux de TikTok. Et c'est en fait, au-delà d'être une plateforme vidéo où on peut passer des heures, vraiment un outil de collecte de données sur tous les citoyens du monde qui voudront bien aller sur TikTok. Donc une plateforme comme TikTok, comme les autres plateformes d'ailleurs, hein, collecte tout ce que vous voyez, le temps de vue, avec qui vous êtes connecté, etc. Et quand c'est propriété donc du gouvernement chinois, d'un gouvernement comme la Chine, ça peut être réutilisé. Et notamment, par exemple, on sait que ça a été utilisé en France. À un moment donné, il y a eu un Chinois qui a été abattu il y a eu un incident, il a été abattu par la police. Et sur TikTok, ils ont envoyé des messages aux ressortissants chinois en France pour les amener à manifester. Donc ça veut dire que du coup, TikTok devient un instrument de communication, vraiment au sens littéral, pour mobiliser, et il va aussi devenir un instrument d'espionnage. Mais c'est vrai de TikTok. C'est vrai aussi de toutes les plateformes. Si vous réfléchissez, par exemple, le nombre de gens qui sont sur Gmail, hein, les serveurs de Gmail, ils sont où? Ils sont aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a le Cloud Act qui permet à la justice américaine, enfin, au service le gouvernement américain, sans passer par une décision de justice, d'aller piocher sur les serveurs de n'importe quelle compagnie américaine. Ce qui veut dire que toutes les personnalités qui avaient des comptes Gmail ou qui échangent sur Gmail des informations confidentielles, à tout moment, les États-Unis peuvent décider d'aller piocher là-dedans. Donc l'espionnage industriel, il va évidemment dans les 2 sens. Faut pas non plus. Bien sûr. Mais vous avez raison de préciser. Il faut avoir conscience de ça. Tout à fait. Vraiment, imaginez, je sais pas, le président actuel qui a un compte Gmail et qui échange des informations confidentielles via son Gmail. En fait, ces informations, elles sont stockées sur des serveurs américains.
Et on voit bien que dans les situations de crise, les gouvernements n'ont aucun scrupule à utiliser tous les moyens qu'ils ont à leur disposition. On se rappelle par exemple des masques qui devaient aller en France, ils ont été volés sur le tarmac de l'aéroport par les Américains pour être envoyés aux États-Unis. Ils vont faire la même chose avec les données s'il y a besoin à un moment donné. Donc, faut avoir conscience. Mais ce qui est intéressant dans TikTok, c'est que vous avez un État totalitaire qui va aller déployer dans une démocratie un service comme ça, et ça va prendre. C'est que ça prend. Tout à fait. C'est moins qu'on puisse dire. Alors que c'est quand même derrière un pays qui commet un génocide avec ses Ouïghours, etc. Donc bon. Je voudrais que nous parlions un peu de l'intelligence artificielle. Oui. En 2016, Microsoft a lancé une AI, un programme informatique créé pour simuler la conversation humaine. Et déjà, pouvez-vous nous dire comment ça fonctionne? Je crois que c'est un mélange de réponses préenregistrées et d'apprentissage avec les utilisateurs. Oui, alors, donc, le champ qu'on appelle intelligence artificielle a énormément progressé là, ces 10 dernières années. Et notamment, il a énormément progressé grâce à la disposition de données massives. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de techniques qui existaient déjà, qui étaient donc issues de maths-info statistiques, mais qui avaient besoin de masses de données pour apprendre. Parce que c'est des algorithmes, en fait, qui extraient des régularités. Donc, par exemple, des régularités dans le discours. Vous lui montrez tout Victor Hugo, après, il est capable d'inférer le style Victor Hugo et de générer une phrase dans le style de Victor Hugo. Donc c'est comme ça que marche l'intelligence artificielle. Et donc ils ont fait énormément de progrès. D'abord parce que il y avait de plus en plus de données. Alors maintenant tout Victor Hugo est numérisé, mais enfin tout est numérisé. Et ils ont eu aussi des énormes masses de calcul, que ça demande une quantité de calcul, d'énergie, de serveurs assez phénoménale. Et donc maintenant on est capable de faire donc des programmes informatiques qui vont être capables de générer du texte, de l'image, parfois des vidéos, dans le style 2 ou à partir d'un corpus. Et donc Microsoft, ça c'était le début, c'était il y a déjà quelques années, donc ça commençait à marcher, ça s'appelait TAI. Donc ils avaient eu l'idée de lancer un compte Twitter qui était piloté par une intelligence artificielle et qui allait en fait apprendre de ses interlocuteurs à dialoguer à la mode Twitter. Et donc ils l'ont lancé un matin et ils ont dû le fermer le soir parce qu'en fait, entre-temps, il y a toutes les activistes d'extrême droite qui sont arrivés et qui lui ont balancé des discours racistes, xénophobes, etc. Donc elle a appris de ça. Et à la fin de la journée, quand on lui disait comment ça va, elle disait ça va, mais bon, je pense que Hitler a mal fait le boulot, il aurait dû aller plus loin, etc. Et donc il sortait des choses comme ça. Et moi, j'ai récupéré des premiers échanges de ces personnalités alt-right, parce qu'en allant sur leur forum, il reste encore un peu d'archives. Et vous voyez que donc ils sont arrivés, donc ils ont commencé, par exemple, un des premiers Eureka, ça a été quand ils ont envoyé une photo de Hitler, donc parce qu'on peut dialoguer avec elle, ils mettaient des photos, etc. Et à un moment donné, il y en a un qui dit est-ce que tu peux me donner un petit cadeau? Et elle lui renvoie une photo d'Hitler avec elle l'avait modifié en soulignant en rouge et en lui disant voici un bon copain, etc., etc. Ils disent ça y est, on a réussi à l'influencer. Donc ce qu'il faut voir, c'est que ces intelligences artificielles apprennent. C'est comme l'algorithme de Facebook. Ils apprennent en fait de ce dont on les nourrit. Et donc si on les nourrit mal, elles apprennent mal. Et donc une intelligence artificielle qui va apprendre toute seule des interactions, elle va être manipulable par les interactions. Et sinon en dehors de ça, c'est tout un champ de recherche pour comprendre quel biais on peut avoir. Par exemple, on sait qu'ils essaient d'utiliser l'intelligence artificielle pour les décisions de justice, mais ils se sont rendus compte qu'en fait, si c'était appris sur des décisions de justice trop anciennes, où il y avait un biais racial et on condamnait plus souvent les Noirs, en fait, elle va reproduire ce biais-là. Donc voilà, on est face à une technologie en fait qui va nous renvoyer en fait un miroir de ce que l'on est. C'est pas une technologie qui va inventer des choses entièrement nouvelles, elle va faire du nouveau par recombinaison, mais si elle a appris sur des choses qui sont toxiques ou biaisées, etc., elle va nous resservir ça. Donc il faut avoir conscience de ça parce que comme c'est des technologies qui ont tendance à être déployées à large échelle, et ça c'est vraiment très lié aussi à la numérisation à large échelle de nos sociétés, eh bien elles vont avoir des impacts à large échelle. Oui, mais peut-être vous pouvez nous parler de Cathy Jones. Alors le LinkedIn, là... Oui, alors après, donc effectivement, il y a la manière dont c'est utilisé maintenant, c'est une des manières, on fait des grands progrès dans la génération d'images. Donc une des manières de générer, des directions de générer des images, c'est de créer des faux profils.
Et donc, maintenant, c'est très facile de fabriquer un faux personnage, une fausse image de profil, même plusieurs, et de l'utiliser pour créer des faux comptes. Et donc, l'intelligence artificielle est utilisée sur les réseaux sociaux pour donner plus de réalisme aux comptes. Et notamment, donc, ça a été utilisé sur LinkedIn. Il y a des agents qui est un réseau de professionnel voilà, de mise en contact Voilà, c'est un réseau professionnel où en général il n'y a pas tellement de désinformation, mais on s'est rendu compte, et ça c'est les services de renseignement britanniques qui ont alerté ça, ils se sont rendus compte que LinkedIn avait été infesté par des faux profils, notamment cette fameuse Katie Jones, donc qui sur son profil LinkedIn c'était une jolie femme qui avait la trentaine et qui avait réussi à entrer en contact et faire des connexions avec des membres du gouvernement, de l'ambassade, et en fait, elle n'existait pas. Le profil avait été généré artificiellement, et puis derrière, c'était piloté par des personnes. Mais ce que l'on peut craindre maintenant, c'est que grâce à ça c'était il y a 5 ans, et en fait 5 ans, dans l'échelle de cette science, c'est la préhistoire quasiment. Hein. Et donc, ce que l'on peut craindre maintenant, c'est que tous ces outils de génération de texte, de génération d'images, dans le style et de langage, hein, soient utilisés pour déployer très massivement des faux comptes et des faux bots sur Internet. Et là, ça peut avoir un impact assez important parce que si, je sais pas, 50% ou 60% des choses que vous lisez sont en fait des choses qui sont commandées par une seule personne qui est derrière son ordinateur et qui dit bon maintenant on va appuyer cet argument-là, ça peut avoir un certain effet sur les gens. Alors taille a été débranchée, tout à fait, ouais. Mais nous pourrions penser que c'est fini. Or, vous venez de le dire, 5 ans, c'est la préhistoire. Un article du Monde du 23 août 2022, donc là, hier, nous apprenait qu'un ingénieur de Google, Blake Lemoine, a été licencié pour avoir, je cite, manifesté son trouble lors d'un échange avec une intelligence artificielle. C'est l'article Monde. Hein. Oui. Il a été licencié car il aurait enfreint la politique de sécurité de Google. Alors, même dans l'article, c'est pas tellement précisé ce que ça veut dire qu'il a enfreint la politique de sécurité de Google. Et donc, Le Monde a invité Alexei Greenbaum pour commenter cette information. Et lui, il ne cache pas son inquiétude sur les progrès fascinants, donc vous disiez en 5 ans, sur la génération automatique de langage. Alors, je crois que vous avez un peu suivi ça. Moi, je voudrais votre propre analyse, parce que l'article a attiré mon attention sur le fait que l'on soit surpris que l'ingénieur ait fini par oublier que c'était une machine, pour lui attribuer des sentiments, des émotions, une réflexion. Enfin, cinéma a déjà mis en scène cette abolition de la frontière avec Blade Runner, Her ou AI. Donc, qu'est-ce qui réellement nous choque là ? En fait, ce qu'il faut voir, c'est que donc ces techniques de génération automatique d'images, de textes, deviennent tellement perfectionnées qu'elles arrivent vraiment à coller, à restituer les sensations et les impressions que l'on a quand on interagit avec des vraies personnes. Et alors, le texte, c'est effectivement inquiétant. Cette personne-là qui vient de Google, moi j'ai lu le texte, hein, une partie du texte, c'est très surprenant. C'est des réflexions philosophiques de la machine sur la vie, la mort, et en intégrant sa condition de machine. C'est-à-dire qu'il va pas dire j'ai peur que mon âme s'envole, mais il va dire si on me débranche, mes électrons ils vont aller où. Enfin, donc il y a une espèce d'analogie. Mais c'est pour ça que le test de Turing ça marche pas là avec. Alors après il peut faire semblant d'être un homme, mais s'il parle en tant que machine, c'est ça qui est troublant, c'est que il y a vraiment une personnification du discours, et mais on peut vraiment retrouver cette sensation même déjà sur les images générées artificiellement. Il y a un conte que je mentionne dans le livre qui s'appelle This person does not exist. Cette personne n'existe pas. Donc c'est une page internet. Vous allez dessus et à chaque connexion, il vous génère un nouveau visage de personne, que ce soit une femme, un homme, un enfant, un vieux, qui n'a jamais existé. Et moi, j'ai passé des heures à regarder ces visages parce que ce qui est vraiment troublant, c'est que même si vous savez que c'est généré par une machine, vous ne pouvez pas vous empêcher d'exprimer de l'empathie ou de projeter en fait dans cette image et dire ah j'aimerais bien connaître cette personne, ou alors que vous savez qu'elle n'existe pas. Et donc la génération de texte c'est l'étape du dessus, on va dire, parce que là vous avez des concepts, des idées où vous dites ah j'aimerais bien dialoguer avec cette personne qui me sort ces bons concepts.
Et donc, vous êtes troublé et même trompé dans votre cerveau sur le fait que là, vous avez capacité d'avoir une interaction sociale avec une vraie personne. Et en fait, on va dire, ça nous touche vraiment dans notre capacité d'empathie et d'imitation croisée avec nos interlocuteurs, où là, on projette ça sur quelque chose qui, en fait, n'existe pas, qui n'est juste une recomposition des choses qui ont déjà existé. Très, très sophistiqué, certes, mais, hein. Et c'est ça qui peut être troublant. Et on va dire, même depuis, il y a eu aussi d'autres choses là qui sont sorties. Par exemple, il y a des nouveaux générateurs d'images qui s'appellent Midjourney ou DALL-E. Donc, ça, c'est des algorithmes qui vous génèrent des images à partir du texte. Donc, vous dites, par exemple, un enfant face au futur de l'humanité, il va se sortir une image très réaliste, dans un style que vous voudrez, cyberpunk ou photoréaliste, etc., qui va vous montrer cet enfant face à... Et c'est un espèce de mix de tous les imaginaires qu'il a pu inférer à partir de millions d'images. Et quand vous regardez ça, c'est très, très, très troublant parce qu'en fait, vous reconnaissez d'une certaine manière quelque chose d'humain, puisque derrière, ça a été fabriqué avec des bouts d'humain. C'est comme si je faisais un Frankenstein, ouais. Et que en face de Frankenstein, je reconnais en fait quelqu'un avec 2 bras, un vrai humain. Là, c'est un espèce de Frankenstein conceptuel, enfin langagier, imaginaire. Et c'est d'autant plus troublant que souvent c'est joli, c'est pertinent, et on oublie en fait que c'est... Et donc pour moi, ces technologies-là, c'est une manière, en fait, de nous offrir un surplomb sur les imaginaires collectifs, la pensée collective. C'est vraiment une manière d'agréger le collectif tel qu'il a déjà produit. Et c'est une manière d'agréger tellement élégante qu'on a l'impression que le collectif devient une personne avec qui on a envie d'interagir. Et on peut vraiment se perdre, je pense, là-dedans. Oui, vous le disiez, ça introduit le fameux doute. D'une certaine façon, on peut douter du réel. Alors, en fait, on peut pas douter du réel. Alors, je vais pas développer ça, mais c'est intéressant parce que Lacan, quand il a travaillé sur l'imaginaire, sur le stade du miroir, fait valoir ce trouble. Là, je vais pas aller plus loin, mais c'est vraiment très, très intéressant là, ce que vous venez de nous décrire. Alors, bon, tout ça est passionnant. J'ai encore quelques questions parce que nous nous entretenons depuis on pourrait encore s'entretenir toute la journée. Hein. On pourrait parler de transfert d'ailleurs dans le cadre de l'intelligence artificielle et à cette projection qui fait que et c'est d'autant plus troublant qu'on projette sur quelque chose qui n'existe pas. Et que du coup cette empathie est générée par la machine elle-même. Et donc là, bon, HAL dans 2001 Odyssée de l'espace, à un moment donné, si la machine a une conscience de sa fin, si on la débranche, on va jusqu'à Terminator, on va jusqu'à 2001 Odyssée de l'espace. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter d'être débranché à un moment donné? Il y a tout un chapitre très précieux, et on va terminer avec ce chapitre-là pour notre entretien. J'ai quelques questions sur la question du populisme. On marche vers le populisme. D'abord, vous nous avez déjà un peu expliqué, peut-être c'est le moment d'y revenir, pourquoi les réseaux sociaux ont un penchant vers... C'est pas que les réseaux sociaux ont un penchant vers le populisme ou le totalitarisme, c'est que l'algorithme lui-même produit des clivages et des divisions, et utilise les divisions et les clivages pour segmenter toujours plus les personnes et les regrouper dans des communautés qu'on pourrait influencer. Et les États totalitaires utilisent ces données pour faire valoir et pousser des populismes et des idées totalitaires. Et donc ça, je trouve ça très important. Et vous faites valoir comment désormais, on en a déjà parlé, mais le fait que les élections se jouent à très peu de voix, finalement, il y a un danger réel pour la démocratie, parce que ces chambres d'écho, ces chambres d'influence sont très importantes. Je me souviens, je m'en souviens pour une expérience que j'ai vécue, je me souviens de me coucher en pensant que Hillary Clinton est la nouvelle présidente des États-Unis, car c'était annoncé, pas officiellement, mais comme sondage sorti des urnes, elle était la future présidente, et me réveillais, et c'est Trump qui est élu dans une sorte de chiasme qui se produit dans la nuit. Donc, voilà, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus et nous parler justement de la question aussi de l'utilisation à l'ère de la post-vérité, des fake news et des enjeux à ce moment-là pour faire rapidement basculer les choses? Oui, alors, c'est vraiment
c'est la dernière grande partie. Le livre a 3 grandes parties. La troisième partie, avant donc des conclusions, c'est une analyse sur 5 ans de l'évolution du paysage politique français avec ce genre de technique, comme un peu cas d'étude prototypique de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et effectivement, on voit comment les mouvements les plus extrêmes vont pouvoir instrumentaliser les réseaux sociaux. Donc, il y a une première couche, en fait, qui sont les réseaux sociaux favorisent la fragmentation, favorisent la recommandation, le regroupement, la massification, etc. Ça, c'est une première couche. Et la deuxième couche, c'est maintenant comment on instrumentalise ça. Alors, c'est instrumentalisé de l'extérieur, donc par des pays comme la Chine, la Russie, l'Iran, etc. Et c'est instrumentalisé de l'intérieur par les groupes politiques eux-mêmes. Alors, déjà, par exemple, indépendamment de toute instrumentalisation, le fait qu'il y ait donc une prime à la négativité sur les réseaux sociaux donne forcément une prime à ceux qui utilisent le plus cette négativité. Et je sais que, parce que pour en avoir discuté avec différents partis politiques, que des partis politiques qui n'ont pas, pour la culture en fait, d'être polémiques, se sentent invisibilisés. Et on sait que dans d'autres pays, en Pologne, il y a eu des rédactions de journaux, par exemple, qui se sont mis à être plus polémiques, plus négatifs, pour ne pas être invisibilisés sur les réseaux sociaux. Et en France, donc, ça se traduit notamment par le fait que donc les groupes à la fois aux discours les plus clivants, véhéments, et qui aussi ont une culture de grosse mobilisation en ligne, donc de suractivité, en fait, arrivent à avoir plus d'influence sur le débat public qu'ils n'ont en vrai. Donc, par exemple, on a eu il y a eu le cas Zemmour qui s'est déclaré à l'été, en fait, l'été 2021, et les thèmes de sa campagne se sont imposés dans les médias quasiment à tout l'automne 2021. À la fin, il fait 7% dans les sondages. Ce qui est pas beaucoup en absolu, ce qui est plus quand même que le PS et LR combinés, ce qui lui permet de se rembourser, mais c'est quand même 7%. Donc vous avez quelqu'un qui pèse 7%, qui a réussi à imposer dans le débat médiatique tous ces thèmes pendant plusieurs mois de campagne, et qui a permis notamment à Marine Le Pen de monter, puisque en fait ça l'a dédiabolisé d'une certaine manière. Donc il faut pas voir juste un parti politique ou un groupe populiste isolément. Ce qui s'est passé par exemple dans la campagne, c'est une espèce de tripartition entre le Rassemblement national qui se dédiabolisait tout en gardant ses racines authentiques, la Reconquête qui donnait des idées de plus en plus extrêmes à la mode Trump, et Philippot, les complotistes qui faisaient de l'antisystème pour préparer l'abstention et ni Macron ni Le Pen, etc. Et donc c'est cette trilogie-là, pardon, qui en fait si vous regardez sur le papier, qui a vraiment gagné qui a progressé en fait en France. Marine Le Pen a gagné 5%. Quasiment par rapport à ce qu'elle avait fait en 2017. Elle a multiplié par 10 le nombre de ses sièges à l'Assemblée. Même sans faire campagne. Sans faire campagne, mais Reconquête n'a rien eu, mais Marine Le Pen a été multipliée par 10. Et en fait, c'est les vases communicants, c'est les mêmes. En fait, en interne, ils ont été victimes d'une certaine manière du vote utile. C'est-à-dire que si à un moment donné Zemmour passait devant Le Pen, peut-être c'est lui qui aurait été au devant. Mais qu'importe. Dans l'ensemble, la frange populiste d'extrême droite en France a progressé. Et ça s'est fait donc notamment à coup de réseaux sociaux. Et nous, on a documenté, et je le rapporte dans le livre, par exemple, que les équipes numériques de Zemmour étaient les plus expertes et les moins réticentes à instrumentaliser les réseaux sociaux pour essayer de gagner, par exemple, toutes les recommandations globales qui sont les tendances, par exemple les tendances Twitter, sur Twitter. Si quelque chose est beaucoup discuté à un endroit, Twitter va le recommander à l'ensemble de ses 15 millions d'utilisateurs. Et donc, il y a une pratique comme ça, on va appeler ça astroturfing, très développée chez Reconquête, de dire, voilà, tous les jours, on va essayer de mettre en tendance un sujet, et en fait, on va tirer parti des vulnérabilités de cet algorithme, qui en fait n'est pas capable de distinguer entre un sous-groupe qui est très actif et quelque chose qui concerne l'ensemble de la population
moins actif, mais du coup, ça fait quand même masse, et qui va recommander ce genre de contenu. Et en fait, après, il y a toute une machinerie qui se met en place, puisque par-dessus, il y a la couche médiatique. Les médias regardent beaucoup ce qui se passe sur Facebook, sur Twitter, les tendances, etc. Et donc, si vous arrivez à attirer l'œil des médias via vos tendances, et ben à ce moment-là, ça redescend via l'espace médiatique dans toutes les chambres d'écho. Donc, il y a eu ce mécanisme-là qui s'est mis en place pendant la campagne, qui a été très efficace dans le camp Reconquête et qui a permis de faire progresser le populisme. Et comme ça a permis dans plein d'autres pays, et que j'en parle en Italie, Salvini, 5 étoiles, ils ont beaucoup utilisé Facebook. Au Brésil, Bolsonaro, ils utilisaient beaucoup WhatsApp et ils faisaient aussi des campagnes en montant des faux comptes et des machins. Et donc, tout ça, c'est une prime en fait aux groupes politiques qui ont le moins de morale et qui sont prêts à gagner par tous les moyens. Oui, il y a une jouissance de la fascination qui fait qu'on est attiré par ce biais de négativité et par l'image qui fait qu'il y a une prime, effectivement, à ceux qui vont utiliser ces biais-là. Vous faites valoir, là, vous venez de le dire aussi, que le passage des réseaux sociaux aux grands médias nationaux est aussi une condition importante pour permettre de toucher un public très large. Zemmour l'a utilisé avec la complicité de CNews. Vous donnez cet exemple très parlant dans le livre c'est Face à la rue. Je me souviens, oui, Face à la rue, une émission. Face à la rue, une émission où on va découvrir plus tard que tout était truqué, à son profit. Bien sûr. Mais il grimpe par un système avec son équipe sur les réseaux sociaux, et puis il utilise des médias nationaux. Donc là, il y a quelque chose d'un passage, vous le dites en Pologne aussi, où les médias, les grands médias nationaux, aujourd'hui, sont pris dans une injonction paradoxale, d'une certaine façon. Peut-être vous pouvez dire un mot de cela. Oui, c'est-à-dire que là, tout ce développement à nos nouvelles sociétés de l'information a vraiment bouleversé la pratique médiatique. C'est-à-dire que quand vous êtes un grand média, vous avez ces choses-là qui se développent sur le net, qui vont très vite. En quelques heures, tout le monde est au courant. Et donc, soit vous embrayez et vous relayez la même chose, soit vous laissez passer et vous arrivez trop tard. Mais surtout, ce qui est difficile, c'est de comprendre qu'est-ce qui est vraiment en train de prendre. Et c'est une des objectifs du Politoscope, donc la plateforme dont on parlait au début, c'est que et on a beaucoup travaillé avec les journalistes justement pendant cette campagne-là, parce que le Politoscope produit des cartes que je reproduis dans le livre, qui permettent en fait d'avoir le paysage politique et de savoir quelles sont les parties de ce paysage qui sont en train de s'activer. Or, donc souvent les médias voient quelque chose qui est en train de monter, mais n'ont pas la conscience de où est-ce que c'est en train de s'activer ou n'arrivent pas à bien identifier. Et c'est là où ils peuvent être trompés et où ils peuvent être poussés à relayer une information qui en fait n'en est pas une ou qui n'a pas encore pris. Parce qu'il faut savoir que la plupart des fausses informations restent dans leur chambre d'écho, ils restent entre les militants qui sont convaincus et ils vont pas au-delà. Que le piège en fait pour les médias, c'est de relayer une information qui est fausse, mais qui n'est connue que pour l'instant que par un tout petit nombre de personnes. Mais en le relayant, même si on dit que c'est faux, ça devient connu par un plus grand nombre de personnes. Et s'il suffit qu'il y ait 20% ou 30% des gens qui ne vous croient pas, ça multiplie la surface de cette fausse information par 100 ou 1000. Donc c'est tout le jeu en fait entre réseaux sociaux et espace médiatique, à savoir à quel moment il faut avoir cette perméabilité. À la fois, les réseaux sociaux, c'est un formidable espace pour trouver des choses nouvelles, mais c'est aussi un formidable espace pour diffuser des fausses informations. Et là, l'espace médiatique par-dessus reste vraiment très important pour filtrer ou faire passer. Et souvent, les journalistes sont victimes un peu de l'accélération, d'un manque de vue sur la perspective. Et c'est ça, notamment, qu'on essaie de proposer avec le Politoscope. Oui, ce que vous faites avec le Politoscope va beaucoup plus loin que, par exemple, on le voit, les grands médias tentent de mettre en place, je sais pas, les décodeurs, un certain nombre de services qui vont démasquer les fake news, mais en réalité, ça intéresse beaucoup moins les gens que les fake news elles-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à désamorcer. Une fois que la chose est lancée, c'est très difficile de la désamorcer. Et en plus, non seulement ça, mais en plus, nous on a montré sur une étude en 2017 que, par exemple, on a pris l'ensemble des fausses informations identifiées par les décodeurs, qui ont fait un très beau travail et qui ont fait un travail qui est utile. C'est-à-dire
Le fact-checking, c'est utile, ne serait-ce que pour les journalistes. Mais c'est pas ça qui va combattre la désinformation, parce que quand on regarde où ont diffusé les fausses informations identifiées par les décodeurs et où ont diffusé les démentis, donc les articles rédigés par les journalistes pour démonter ces fausses informations, on voit qu'en fait elles ont circulé dans des endroits différents, distincts de la twittosphère politique. Et on pense que probablement ça se répète dans un espace plus large. Donc en fait, les endroits où circulent les fausses informations, les endroits où circulent les démentis, en général, ne sont pas les mêmes. Et quand bien même, en fait, ils seraient les mêmes, souvent ça amène justement du doute. Après, on se souvient plus qui était la vraie, qui était la bonne, etc., la fausse. Et au final, ça ajoute de la confusion, quoi. On assiste quand même, me semble-t-il, à une déconstruction complète des discours qui étaient établis, c'est-à-dire que ce qui est visé, c'est qu'on ne croit plus, qu'on doute totalement du discours universitaire, du discours de la structure, on va dire, des discours qui visaient à l'universel, à produire quelque chose, discours de la science, enfin, introduire le doute. C'est, d'une certaine façon, ouvrir la boîte de Pandore. Et en même temps, on a l'impression que le libre arbitre, c'est de douter. Et ça produit là quelque chose qui est un double mouvement. Bien sûr, mais là, il y a justement quelque chose sur lequel tout ce qui est fausse information et complotiste joue. C'est-à-dire qu'il y a un doute qui est bon. C'est-à-dire essayer de douter en essayant de trouver de meilleurs arguments et des preuves, des faits. Et il y a un doute qui est mauvais, qui est de dire tout est relatif, en fait, ça vaut ça, etc., etc. Et donc, les désinformateurs jouent en disant, mais aiguisez votre sens critique, regardez ce que moi je dis aussi. Sauf que en général, par exemple, si vous prenez l'information climatique, d'un côté, vous avez des gens qui travaillent 20 ans pour montrer que la glace perd en épaisseur, et puis de l'autre côté, il y a quelqu'un qui travaille 20 secondes pour dire, en fait, non, c'est faux, aujourd'hui, il a fait beau, et puis regardez. Et donc, on peut pas comparer en fait ce genre d'expertise. Donc les gens qui vous disent pratiquez votre sens critique, écoutez aussi l'autre personne là qui a passé que 20 secondes, en fait c'est des usurpateurs, c'est-à-dire qu'ils ne repassent pas dans le contexte. Il faut arriver à comparer ce qui est comparable. Et effectivement, c'est bien de confronter des scientifiques ou politiques, mais avec des gens qui derrière ont fait un boulot honnête pour essayer d'arriver à bien je le souhaite parce que je crains que le doute ne produise le sujet de la certitude. C'est-à-dire, pour rompre le doute, le sujet se forge une certitude, et cette certitude ne va pas avec l'analyse, le travail, et on assiste actuellement, plutôt, me semble-t-il, à des communautés de certitude qui se regroupent au nom de la certitude du point qui les rassemble, et on s'éloigne de l'analyse critique qui permettait d'avoir un discours, d'avoir un débat, d'avoir une conversation. Mais alors là, vous avez vraiment tout à fait raison de souligner ce point-là, c'est-à-dire que une stratégie, on va dire méta, si vous prenez une population qui a quelques certitudes sur l'état des choses, vous introduisez le doute est inconfortable, et après, vous réinjectez certaines certitudes qui sont potentiellement fausses. Et en fait, c'est un petit peu comme quand vous pelez une carotte ou quelque chose comme ça, vous enlevez petit à petit, progressivement, des couches du cœur qui était un peu cohésif, même s'il y a des points de vue très différents dans la société. C'est bien qu'il y ait des points de vue très différents, mais avec quand même une possibilité de dialogue. Et vous migrez ces gens-là vers d'autres groupes de pensée qui, eux, vont avoir des certitudes beaucoup plus radicalisé, beaucoup plus incompatible avec le reste, et qui va amener à une déstructuration sociale que j'essaie de décrire dans ce livre. Vous avez un chapitre, mais sur la question du capitalisme d'influence, on en a déjà parlé. Vous formulez une conjecture forte. Le modèle économique actuel de la Big Tech, fondé sur la marchandisation de l'influence sociale, je pense que ça c'est très important, est incompatible avec la pérennité de nos démocraties. Je pense qu'on en a parlé ici, c'est ce que dit aussi Epstein à sa manière au Sénat américain. Un capitalisme d'influence. Il me semble que là, on a vraiment l'alliance du capitalisme, des recherches sur les algorithmes et des intelligences artificielles pour produire du doute dans le but d'obtenir des certitudes et des consommateurs, mais aussi une mise en cause dans l'utilisation qu'en est faite par
des mouvements populistes, totalitaires ou extrêmes, de mise en cause de la démocratie. Alors, il y a un moment donné, vous faites valoir que cette influence sociale fait surgir plusieurs paradoxes. C'est ce qui me semble. Sur Twitter, vous dites qu'il y a une certaine centralité de l'influence, mais en même temps qu'il y a une centralité, il y a une démultiplication de l'influence, d'où l'importance des chambres d'écho pour faire circuler l'information. Deuxième paradoxe, vous l'énoncez, personne ne souhaite interagir dans un environnement hostile et négatif, et pourtant, nous le faisons, notamment sur Twitter. On le voit notamment avec les commentaires parfois qui deviennent haineux. Et puis, troisième paradoxe, personne ne souhaite vivre dans une société polarisée, dites-vous, où la moitié de la population est considérée comme ennemie de l'autre, et pourtant, nous y sommes. Et donc, pouvez-vous nous expliquer ces paradoxes en nous donnant quelques conséquences? Alors, j'ai lu là, le 21 septembre 2022, une info dans Le Monde, suite à un match de cricket remporté par l'Inde sur le Pakistan, des affrontements ont éclaté non pas entre supporters, mais entre communautés indiennes et pakistanaises. Non pas à Islamabad ou New Delhi, mais à Leicester en Angleterre. Et cela continue encore aujourd'hui. Ça fait presque un mois d'affrontements. Il y a 47 interpellations, des blessés graves. Et comment cela est-il né? Sur les réseaux sociaux. L'article insiste sur le fait que les deux camps ont été galvanisés par des vidéos et des messages relayés sur les réseaux sociaux avec quelque chose qui pousse à l'identification au groupe à ce moment-là. Alors, il me semble que ça renvoie à ce que vous dites, du troisième paradoxe, c'est-à-dire la polarisation faisant se dresser une population contre une autre à partir de l'idée de communauté, là, du communautarisme, quoi. Je voulais votre avis là-dessus. C'est sûr que si vous réfléchissez dans l'absolu, vous préférez dans une société où vous pouvez parler à votre voisin même si vous n'avez pas la même opinion que lui, où en gros il y a à peu près un consensus sur la manière où amener l'État, mais les conséquences de tout ce que l'on a vu jusqu'à aujourd'hui, le rôle des réseaux, le rôle de l'influence étrangère notamment, le rôle de groupes qui ont intérêt à ce que ça se disloque pour pouvoir recomposer derrière, fait que on est entraîné un peu malgré nous, enfin en tout cas ceux qui sont souvent sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas tout le monde, vers plus d'hostilité, de fragmentation, c'est un petit peu malgré nous, c'est-à-dire que ça joue tellement aussi sur des phénomènes cognitifs connus, donc on a parlé du biais de négativité, il y a le biais de confirmation, il y a le biais d'identification, le fait que il y a tout un mécanisme aussi qui consiste à vous faire sentir menacé dans votre propre identité pour vous pousser à la réaction. Donc ça, c'était très bien démontré par rapport au Capitole. Les gens qui ont assailli le Capitole, ils se sentaient victimes. Ils se sentaient menacés dans leur identité. Donc, créer de la peur, donc ça, c'était une grosse ficelle de tout temps des populistes, faire en sorte que les peuples aient peur pour qu'ils se mobilisent sur autre chose. Eh bien, ça, c'est beaucoup plus facile maintenant qu'on a ces nouveaux médias, d'autant plus que ça, on n'a peut-être pas assez insisté, c'est que sur ces médias numériques, le mode d'interaction est assez différent. C'est-à-dire que, bon, déjà, vous avez du texte, vous avez de l'image, donc vous interagissez souvent de manière différée, donc vous n'avez pas la possibilité de répondre directement, de contre-argumenter, et ce que vous recevez, souvent, c'est des choses qui ont un contenu émotionnel assez fort, notamment parce qu'on peut vous envoyer des images et des vidéos qui ont été préparées dans ce sens-là. Et ça va nous faire privilégier en fait un mode de réaction et de présence au monde qui va être sur le côté un peu émotionnel, le côté réflexe, on va dire primaire. Donc ça, j'en parle, ça serait trop loin à développer, mais il y a par exemple des modèles on appelle système 1, système 2 par rapport au fonctionnement du cerveau, plus émotionnel ou plus rationnel. Bon. Mais donc, toute l'infrastructure informationnelle numérique actuelle nous amène en fait vers quelque chose on va dire, plus impulsif, plus émotionnel, moins réfléchi, plus d'identification de groupe et
par-dessus tout ça, c'est instrumentalisé. Donc, en Angleterre, je ne sais pas, que personne ne sait encore si ça a été instrumentalisé, mais c'est fort possible que ça l'ait été. Il faut savoir que, par exemple, un gouvernement comme la Russie a intérêt à avoir des mouvements sociaux sur les différents territoires. Vous savez que l'Angleterre soutient fortement l'Ukraine. Donc, ça, c'est tout à fait plausible que l'IRA ait mis son nez là-dedans pour dire, tiens, on va vous mettre un peu de bazar chez vous, comme ça, vous allez réfléchir à autre chose. De même, ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout prouvé, c'est juste une supposition, mais le mouvement Convoi des libertés qui a fait pchit en Europe, si vous regardez à quand il est arrivé juste avant l'invasion en Ukraine, en étant importé des États-Unis. Et là, on peut aussi penser que des acteurs comme la Russie aient eu intérêt un petit peu à l'amplifier ou à pousser les acteurs français à aller dans cette direction-là. Et on sait, par contre, qu'aux États-Unis, ça a été le cas. On sait qu'aux États-Unis, il y a eu l'interférence étrangère pour faire monter un mouvement des libertés, et qu'il y a aussi une interférence économique, et ça, on en a aussi brièvement parlé, mais tous ces mouvements sociaux en ligne sont aussi des formidables opportunités de gagner de l'argent. Il y a des gens, des Vietnamiens, des gens du Bangladesh, qui ont monté des cagnottes pour le mouvement des libertés, en essayant de dire il faut les défendre, les camionneurs, etc. C'est scandaleux. Mais ces gens-là, ils n'étaient pas américains. Ils étaient au Bangladesh, ils récoltaient l'argent. Donc là, vous avez juste une raison économique. Donc c'est toutes ces environnements où il y a plein d'acteurs et de mouvements assez complexes qu'il faut arriver à comprendre et que j'essaie de détailler dans ce livre Toxic Data. On va arriver à la fin de notre entretien. Je voulais une petite réaction sur un article du Monde toujours, 20 septembre 2022. Alors, il s'intitule « Une inoculation psychologique », vous l'avez vu, non? Non, celui-là, non. Pour contrer les fake news. Oui. Et alors là, vous faites référence à Orange Mécanique à un moment donné dans le livre. Et alors, le visionnage de courtes vidéos décrivant les procédés rhétoriques des infox pourrait limiter la diffusion de celles-ci sur les réseaux sociaux, suggère une expérience menée en laboratoire et en vie réelle. Donc, on ferait regarder des vidéos. Ça me semble surtout témoigner de notre impuissance en réalité face à ce qui est en train de se passer. Disons que en fait, ce que ça dit, ça, c'est juste que si vous investissez dans l'éducation, parce qu'en fait, c'est un peu ça qu'il s'agit, c'est que ce soit des vidéos ou un professeur qui vous parle, il faut investir dans l'éducation pour que les gens comprennent les environnements dans lesquels ils évoluent, comprennent les ficelles, les grosses ficelles, et qu'ils apprennent à les reconnaître. C'est pour ça qu'à la fin du livre, je donne un petit peu un glossaire de toutes les méthodes pour un peu tromper les gens, donc les syllogismes. Et en fait, quand vous lisez ça, après, quand vous regardez les choses, ah oui, là, il utilise la pente glissante, là, il utilise le syllogisme du dilemme nécessaire, etc. Donc, quand vous connaissez les ficelles, en fait, vous arrivez à mieux vous protéger. Mais encore faut-il les connaître. Donc là, l'inoculation, la vidéo, effectivement, la vidéo c'est rapide, donc c'est efficace. Mais de manière générale, je pense que c'est plutôt la question de l'éducation qu'il faut aborder. Alors bon, votre conclusion justement donne aussi de nombreuses pistes sur comment sauver notre démocratie de l'overdose numérique. C'est votre proposition. Moi, je laisse chacun les découvrir. Quant à moi, je suis un peu plus pessimiste. Je vous le cache pas, un peu comme Freud dans ses réponses à Einstein. Mais je prélève une phrase dans votre livre. Pour nous protéger de nos propres vulnérabilités et éviter de nous retrouver piégés dans des environnements toxiques pour nous-mêmes et la démocratie, une seule solution, mieux se connaître soi-même, ses peurs, ses angoisses. Bon, c'est un peu le travail d'une psychanalyse. Effectivement. C'est important parce que c'est les premières choses qui vont être manipulées en ligne, ça va être vos peurs et vos angoisses. Merci énormément. Si vous êtes d'accord, on s'arrête là. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour ce livre tout à fait vraiment formidable et passionnant. Je tiens à le dire, c'est vraiment passionnant. Ça se lit comme un roman, c'est comme on dit, mais vraiment c'est tout à fait précieux. J'ai essayé de faire un polar contemporain dont la victime serait vous, sauf si vous le lisez. Génial. On s'arrête là-dessus. Merci.